Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. On va parler d'un truc un peu marrant. J'aime bien parler de ça parce que ça remet les gens à leur place et ça je trouve ça rigolo. Je t'explique un petit peu le concept. En gros, il va se passer un truc quand tu vas commencer à faire de l'animation 3D, à apprendre finalement les concepts du cinéma et ce genre de choses. Forcément, ton niveau dans ce domaine-là va augmenter. Tu vas commencer à comprendre ce que c'est qu'un système narratif, comment fonctionne une histoire, comment on va créer un héros, comment on va lui faire vivre une quête et comment ses adjuvants vont se former et ses opposants vont se former. Bref, tout ça, tu vas commencer à connaître et tu vas commencer à reconnaître dans les films que tu vois des patterns qui se répètent. Jusqu'à un moment où tu vas te dire « Mais putain, mais c'est tout le temps la même chose !» Tu vas te dire « Mais bordel, c'est toujours le même mec, toujours désespéré, qui reçoit une quête impossible, et à un moment il pense que tout est perdu, et à un dernier moment ça revient, et hop, c'est le climax, c'est terminé. » Et tu vas avoir l'impression de voir tout le temps les mêmes films. Et ben tu sais pourquoi ? Parce que c'est vrai en fait. Et pourquoi c'est vrai ? Parce que ça marche. Ça marche depuis la nuit des temps dans toutes les histoires qu'on raconte, donc c'est pas prêt de changer. Sauf que ce qui va se passer de ton côté, donc les films ne vont pas changer, ça va toujours respecter ce schéma-là. Mais toi, en tant que personne qui travaille dans le métier, dans l'animation 3D ou en général dans le cinéma, tu vas avoir tendance à devenir ce que j'appelle un connard. Ouais, évidemment, tu t'en doutes bien, je te traite pas de connard directement. Je te connais pas directement, je suis sûr que tu es quelqu'un d'adorable et de très sympathique. Mais par contre, moi je l'ai été en tout cas à un moment, au début. Ça arrive souvent au début, quand tu commences à comprendre le truc, tu vois, et ben tu deviens un sacré gros connard. En tout cas, j'étais un bon gros connard à l'époque. Et pourquoi ? Parce que je pensais avoir tout compris, et dès que je voyais un film, j'étais le genre de mec à dire « Ah ouais, mais c'est déjà fait, c'est tout le temps pareil, c'est trop commercial. » Et tu vois que, alors, tu vas la voir, tu l'as peut-être déjà eu, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'elle passe assez rapidement. Parce que ces gens qui restent comme ça, ces gens qui pensent qu'ils ont compris le cinéma, compris la 3D, ou compris finalement tout ce qu'ils veulent, et que dès qu'ils vont voir un film ou un machin comme ça, ils te sortent « Ah ouais, c'est trop commercial, c'est tout le temps pareil, c'était vraiment nul. » Ce genre de gens-là, c'est vraiment des gens en fait qui n'ont rien compris. Rien compris. Je l'explique. Oui, ils ont compris peut-être comment fonctionnait un schéma actentiel, mais ils n'ont absolument pas compris comment fonctionnait le business du cinéma, et ils ont encore moins compris pourquoi ils avaient un boulot, et c'est ça qui est dommage. Si les films commerciaux fonctionnent, genre un Marvel Avengers bien bourrin, tu vois, si ça fait les meilleures entrées depuis je ne sais quelle année, si ça marche, bah t'as plutôt intérêt à remercier les gens qui ont fait ça, parce que c'est parce que ça marche que t'as du travail aujourd'hui. Donc arrête un peu de faire ton gros connard, allez c'est commercial, bah oui c'est commercial. C'est commercial et ça restera commercial parce que la fonction numéro 1 de faire un film, c'est pas de raconter l'histoire, même si c'est ce qu'on pourrait croire. Mais non, la fonction numéro 1 de faire un film, c'est de rapporter de la thune. Et on s'est rendu compte que le meilleur moyen de rapporter de la thune aujourd'hui, c'était de raconter tout le temps la même histoire, de juste changer les personnages et de mettre des explosions. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et pourquoi ? Parce que les gens aiment ça. Parce que les gens aiment ça, donc fais-toi-y, ces films-là vont rester. Et sois content qu'ils soient là parce que c'est grâce à ces films-là, c'est grâce à l'argent que crée cette industrie que tu as un travail. Que tu peux travailler dans l'animation 3D ou que tu pourras travailler dans l'animation 3D. Donc la prochaine fois que tu vois un film et que tu te dis « Ah putain mais c'est trop commercial », essaie de retirer ta langue et de te dire « Attends, en fait quand même si ça a beau être commercial ma bite, si je puis dire. Excuse-moi, je suis lié aujourd'hui. Et c'est quand même ça qui te donne un job. Donc vraiment, essaie d'être un peu humble par rapport à ça. Parce que je suis passé par là aussi, j'étais un enculé de service à toujours dire « Ah, c'est trop commercial, j'ai déjà vu, et franchement, c'est con. C'est complètement con de faire ça parce que ça ne marche pas comme ça. Et les gens qui disent ça, en fait, ils ont vraiment pas compris comment ça fonctionnait en fait. Et ils ont pas compris, c'est dommage, parce qu'ils ont même pas compris comment fonctionnait leur métier à eux. Je te donne un exemple. Disney, Pixar,
les deux. De toute façon, aujourd'hui, c'est la même boîte. Depuis la nuit des temps, leurs histoires sont exactement les mêmes. Je te donne un exemple, on va faire une analyse ensemble. Tu prends le Roi Lion. Allez, on prend le Roi Lion. L'histoire, c'est quoi? Un enfant qui est destiné à un destin glorieux. Un élément perturbateur, j'espère que tu l'as vu, hein. Mustapha meurt comme une merde. Le gamin est exilé, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est l'élément perturbateur du film. C'est ce qui provoque finalement le héros dans sa quête. Donc là, ici, pour le coup, c'est Simba. Simba, il rencontre ses adjuvants. Les adjuvants, c'est les gens qui vont l'aider dans sa quête. Donc ici, c'est Pumba et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Et là, commence la quête du héros. Donc, il y a ce qu'on appelle la partie aventure, donc changement. Donc là, c'est toute la partie où tu vois Simba dans la forêt avec Pumba en train de changer, devenir un homme, etc. De redécouvrir la vie. Donc ça, c'est toute la partie aventure. On appelle aussi la partie évolution. Donc c'est le personnage principal qui évolue, qui change. Et puis après, tu vas avoir le tout est perdu. Donc le tout est perdu, c'est le personnage principal est sur l'aventure. Il pense avoir tout réussi. Et au dernier moment, t'as une bonne grosse droite dans sa gueule qui lui dit ok, en fait, tu te calmes maintenant. Donc là, le tout est perdu dans le Roi Lion de mémoire. Il y en a deux. Il y en a un quand sa meuf vient le chercher et qu'il veut pas venir avec elle. Et il y en a un deuxième où il se rend compte qu'il croit qu'il va niquer notre pote Scar. Et finalement, en fait, Scar lui démonte la gueule. Et il est prêt à le buter en fait. Et il se retrouve dans la même situation que son père. Et il est prêt à mourir. Et au moment où c'est le tout est perdu le plus profond, donc on se dit putain merde, Simba va mourir et tout. Il y a un rebondissement, bim, et là ce qu'on appelle le climax, c'est la grosse bâton de fin, machin, t'es en kiff total, hop, et c'est la situation finale, c'est terminé. Ça c'était le schéma rectentiel du Roi Lion, tu vois. Ben, regarde tous les autres Disney Pixar, ça marche pareil. Regarde Toy Story, c'est exactement la même chose. Les 3 Toy Story, les 4 Toy Story même, marchent de la même manière. Il y a une situation initiale, tout se passe bien, il y a un élément perturbateur, par exemple dans le premier Toy Story, c'était Buzz l'éclair qui se ramenait et t'as Woody qui faisait putain merde, il va me voler la vedette. Dans La Reine des Neiges, c'est la même chose, tu vois. Il y a un élément perturbateur, je me souviens plus ce qui se passe dans La Reine des Neiges. Qu'est-ce qui se passe dans La Reine des Neiges Attends, je me répète, maman, elle est princesse, truc. Oui, donc oui, elle fait sa fête là, elle congèle je sais pas quoi, elle est hyper risquée, elle est en perturbateur, elle s'en va, bim. Finalement, Léorine, qui n'est pas la reine des glaces mais sa sœur, va devoir trouver une solution à ça. Elle part à sa recherche, bim, la quête du héros, machin. Bref, c'est tout le temps la même chose. En tout cas, c'est la même chose. Ça marche pareil pour Vice Versa. Ça marche pareil pour le dernier Disney Pixar qui est sorti. Alors. Vice Versa, La Reine des Neiges, excuse-moi, j'ai un trou de réponse, ça marche pareil. Bref, finalement, tous les Disney Pixar fonctionnent de la même manière. Et tu te rends compte qu'en général, 80% des films marchent de la même manière. Pourquoi Disney, la boîte la plus innovante dans le domaine de l'animation 3D, n'innove pas finalement sur le fond des scénarios? Alors, et elle innove sur la forme, hein, à chaque fois les scénarios prennent différentes formes avec différents personnages, toujours plus originaux, etc. Et ça, ils ont bien raison de le faire et c'est génial. Mais pourquoi le fond de leur scénario, comme je t'ai expliqué, n'évolue pas? Parce que ça fonctionne comme ça. Et c'est ce qui ramène de l'argent à la boîte, c'est ce qui plaît aux gens, et c'est ce qui plaît en fait. Notre cerveau et finalement il est capté pour comprendre ce genre de schéma en fait. Ce schéma où tout se passe bien, il y a un problème, c'est la quête du héros. Le héros a des opposants, des adjuvants, il se retrouve à tout est perdu et d'un coup tout repart. Il explose le climax, c'est le moment où le héros explose tout et c'est terminé. Notre cerveau est fait pour penser comme ça parce que ça nous fait passer en fait un maximum d'émotions comme ça. Enlève ne serait-ce une seule étape de ce schéma là et tu perds une émotion primordiale du film. Par exemple, si j'enlève le tout est perdu, donc la partie où vraiment tout va mal avant le climax, et bah tu te rends compte que si t'as pas ça, tu n'as plus le contraste d'émotion entre le climax et le tout est perdu. Évidemment, tout monte de manière classique et tu n'as plus le même impact au niveau de la fin et donc tu as moins apprécié le film. Par exemple, tu vois, où tu enlèves le climax, et bah, tu as un film qui est plat et tu as l'impression de ne pas avoir vécu d'émotion. Rappelle-toi quand même, la base d'un film, c'est de transmettre une émotion. Et ça, tu as plusieurs choix de le faire, mais la première manière de transmettre une émotion, c'est via le schéma rectentiel, donc via l'histoire qui est derrière. Et ce schéma-là,
est toujours le même chez Disney depuis le début des temps. Depuis le début de l'animation. Et donc toi, tu te ramènes, tu sors de ta petite école de ma bite et t'arrives et tu fais « Oh ouais, c'est tout le temps pareil, c'est trop commercial, pourquoi les gens ne font pas autrement ?» Tu penses pas que si les gens avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait, ou s'ils avaient tenté de faire autrement, ils l'auraient fait. Tu ne penses pas que les gens y ont pensé avant toi. Donc essaie de devenir un petit peu humble et sache que c'est grâce à cette solution du schéma rectangulaire répétitif qu'aujourd'hui tu as du boulot et que tu peux faire de la 3D et que tu peux travailler sur un film, etc. Donc ouais, vraiment là-dessus, essaie d'être un peu moins un connard. Je sais que c'est pas facile au début, moi aussi je l'ai été et je le suis peut-être même encore un petit peu aujourd'hui par rapport à ça, mais c'est dommage parce que la vérité est tout autre. Et tu l'as vu. Il y a une autre chose que je veux dire à propos finalement des concepts commerciaux. C'est plus vraiment le côté maintenant schéma rectangulaire machin, c'est plutôt le concept des films commerciaux, qu'on appelle commercial entre guillemets. Des films faits par des grosses entreprises, je vais plutôt dire. Donc en gros l'inverse des films indépendants. Ces films-là, ils sont souvent critiqués parce que, on va dire voilà, c'est comme un film à fric et tout. Bon, déjà, je t'ai déjà dit tout à l'heure, un film, c'est littéralement fait pour ramener de l'argent. Donc un film qui ramène pas d'argent, c'est un film raté, qu'on soit clair. Donc quand tu dis oui, c'est un film qui est fait pour faire de l'argent, oui, tous les films sont faits pour faire de l'argent. Donc arrête un peu, c'est de la merde comme argument. Tous les films sont faits pour faire de l'argent, et accepte-le ou pas, mais la vérité est là, un film c'est fait pour gagner de l'argent. Donc voilà, s'il n'y a pas d'argent dans un film, juste le réalisateur il fait plus de film quoi. Donc il y a un moment, faut arrêter les conneries. Un film commercial c'est bien, et un film qui réussit commercialement c'est bien aussi. Mais ce qui est excellent avec ces films-là, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent justement avec des grosses boîtes. Et je dirais que c'est excellent et que c'est pas mauvais, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient dire sur les films commerciaux ou sur les films de grosses entreprises derrière. C'est que c'est grâce à ces boîtes-là en fait que ton métier évolue. Regarde. Tu regardes les premiers Star Wars. Alors je vais pas dire les premiers, tu sais le 4, 5, 6 premiers de leur nom sortis dans les années 80, ça ne rentre pas dans... Parce qu'à l'époque, c'était pas encore des gros films commerciaux. À l'époque, Star Wars 4, c'était un petit film de série B tout pété. Mais regarde les 3 premiers, le 1, 2, 3 qui sont sortis en 99, 2002, je crois, et 2003 ou 2005, je sais plus. Ils ont tellement été critiqués de toutes parts pour être hyper commerciaux, que c'était plus dans l'histoire de Star Wars, machin et tout. Et pourtant, ces films-là, en termes d'avancée technologique, ils ont fait des trucs de malade. Et la moitié des trucs que tu utilises en post-prod et en 3D aujourd'hui, c'est grâce à eux, quoi. C'est eux qui ont... C'est à cette époque-là qu'on invente le XR, quoi. Le fucking XR que tu utilises tous les jours en rendu aujourd'hui, c'est eux qui l'inventent. À cette époque-là, c'est ILM qui sort le format open source EXR. Alors, je sais pas s'il est tout directement open source, mais bref. C'est grâce à eux que tu peux faire du EXR, quoi. Par exemple. Et c'est une technique parmi tant d'autres. Donc, tu vois, rien que ça, tu vois, ça a fait évoluer ton métier de malade. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un film commercial. Espèce de petit con, bah. Putain, ça m'énerve les gens comme ça. Excuse-moi, je m'énerve. En plus, je suis sûr que toi qui m'écoutes, t'es quelqu'un d'adorable et que tu penses pas du tout comme ça. Mais tu verras que tu vas rencontrer des gens comme ça. Surtout si t'es en école. Des gens qui vont être pète cuit, qui vont te dire ah ouais, tout est commercial, moi j'ai tout compris, ça marche comme ça, comme ça. Et pourtant, ce mec-là, il faut rien. N'écoute pas ces personnes-là, putain, c'est des espèces d'aspirateurs à merde. Ça va t'aspirer ton énergie de créer et de vouloir aller plus loin. Au contraire, essaie de garder un petit peu ton âme d'enfant et d'être émerveillé dans les films, même si c'est ultra commercial, même si c'est ultra juste pour faire de la thune. Quand tu vois l'image, ça te fait kiffer et tu te dis que c'est peut-être ton métier plus tard, et bah c'est cool. Et n'aie pas honte de ça, bien au contraire. Sois à fond là-dedans, sois à fond dans l'émerveillement, sois à fond dans le mode ok, peut-être commercial, peut-être que l'histoire s'est répétée, c'est tout le temps la même chose, mais putain je kiffe. Je kiffe parce que je vois mon métier en face, je vois un petit peu les images qu'on peut faire, et c'est cool. Et si tu arrives à être dans cette optique-là, dans ce mindset-là, dans cette optique-là, je pense que c'est le terme, tu verras que tu vas beaucoup plus apprendre facilement, tu vas être beaucoup plus humble, tu vas beaucoup plus te remettre en question facilement, et même toi, dans tes compétences, dans ton appréhension, dans le fait d'apprendre ton métier, ça ira beaucoup mieux. Tu vois comme quoi finalement tout est lié. Hein. Je te parlais tout à l'heure, dans le podcast d'avant, le fait de voir grand et le fait de créer selon tes propres valeurs. Bah, tu vois, le fait d'être humble et de regarder une image pour ce qu'elle est et pas pour ce que tu penses qu'elle est, type un film commercial, et bah ça rend humble, et en rendant humble, tu vois ce qui est possible de faire en étant plus grand que toi, et donc tu vois plus grand, tu vois. Et ça c'est cool, ça c'est bien, et tu vois c'est lié, ça marche. Donc fais-le, essaie
Bah voilà, essaie de pas être un connard, quoi, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, si. Non, excuse-moi, je peux peut-être paraître en plus un petit peu arrogant en disant ça, mais en fait, le truc c'est que je suis passé par là, quoi. J'ai été un connard comme ça, et c'était nul, quoi, et ça servait à rien. Ça servait à rien, si ce n'est, je disais ouais, j'ai tout compris, machin, non, moi je sais faire tous les films, alors que j'étais complètement à côté de la plaque, quoi, je savais rien, quoi, et je racontais de la merde. Donc, ne sois pas comme moi, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Essaie vraiment d'être humble et d'essayer d'apprendre à chaque fois que tu vois un film ou une série ou même que tu vois un court-métrage ou que sais-je, tu vois. Et ne sois pas comme moi j'étais avant, ne sois pas comme moi je défends encore je suis maintenant, où je vois un truc et direct je dis ah c'est de la merde, alors que je devrais juste me poser 5 minutes dessus et voir un petit peu les points positifs qu'il y a dessus, tu vois. Essaie de pas faire comme ça, justement, essaie d'être, voilà, de chercher ce que tu peux trouver, ce que tu peux prendre, ce que tu peux apprendre dans chacune des œuvres que tu regardes. Tu vas voir que ça c'est vraiment beaucoup plus constructif pour ton savoir-faire, pour tes compétences, pour finalement tout ce que tu veux. Dis-toi aussi que ces films commerciaux de merde, comme tout le monde aime les appeler, c'est grâce à eux que tu as un métier, c'est aussi grâce à eux que ton métier évolue, tout ce qui est motion capture, captation faciale, Avatar. Avatar, c'est le film le plus commercial du monde. C'est le film avec le scénario le plus basique du monde. Et pourtant, il a fait exploser l'industrie des VFX, quoi. Il est arrivé, le mec, à tout défoncer, quoi. C'était la première fois qu'on faisait de la motion capture faciale, la première fois qu'on arrivait à prendre une caméra carrément artificielle et qu'on filmait directement sur le tournage des acteurs et que les mouvements de caméra étaient enregistrés en temps réel dans la scène 3D. Enfin, c'était un truc de malade. Et ça, on était en 2009, 2008, je sais plus. Bref, en tout cas, on a été ultra loin et on a tout pété, quoi. C'était complètement ouf. On a fait un bond là dans les effets spéciaux, c'était complètement malade. Autre film ultra commercial qui est sorti il y a pas longtemps, moi, quoique il était peut-être un peu moins commercial que considéré comme commercial, on va dire, que Avatar, mais c'est Alita. Alita, encore une fois, produit par James Cameron, aussi pas réalisé, mais putain, les effets spéciaux là, mec, fou, ça a encore un cran au-dessus, quoi. On a encore pété le game, on a encore développé des solutions pour aller encore plus loin, quoi. Et ça, dans 2-3 ans, c'est des solutions que tu pourras utiliser en tant qu'artiste. Et si tu travailles à Weta, par exemple, qui est la boîte qui a fait Avatar et Alita, eh ben, tu les utiliseras tout de suite. Et ça, c'est parce qu'il y avait de l'argent pour faire un film, qu'on a pu payer des ingénieurs pour développer tel outil, pour te permettre à toi de créer, de raconter ce que tu veux, tu vois. C'est quand même primordial. S'il n'y avait pas tous ces films-là, s'il n'y avait pas tous ces projets qui sont vraiment exceptionnels, tu ne pourrais pas aujourd'hui exercer ton métier. Donc encore une fois, bah voilà, raison de plus pour ravaler un petit peu sa fierté et être un peu plus humble et respecter au moins un minimum ces films, même si tu trouves que c'est tout le temps la même chose. Parce que bah, je sais pas si tu as vu Alita, mais alors Alita, si tu as un peu d'œil en images de synthèse, et je pense que tu en as puisque tu écoutes ce podcast, bah, va le voir, c'est vraiment une claque intersidérale. Pour l'instant, pour moi, on n'a pas encore fait mieux en termes de personnages intégrés à de la prise de vue réelle. C'est vraiment complètement ouf. Pour te donner une petite idée, allez, j'ai partagé sur mon LinkedIn il n'y a pas longtemps, tu pourras aller voir si tu veux. Mon LinkedIn, c'est Romain Gilliot. C'est YPensé qui va visiter le studio de Weta Digital et il l'interview. Le mec qui s'est occupé des yeux du personnage. Alors, tu te dis, ouais, les yeux, c'est bon, quoi. On ne parle plus de blend shape, c'est terminé, quoi. Les iris, elles bougent et réglé, quoi. En fait, non. En fait, les yeux de Alita dans Alita, justement, les fibres de la rétine et de son œil en entier, en fait, alors je sais plus le nom du reste des morceaux de l'œil, de l'iris, voilà, pardon, ont été simulés. Ah ouais, les fibres et l'iris de l'œil, c'est pas de la texture, ça a été simulé. Donc en gros, chaque fibre a été simulée comme un cheveu, en fait, pour créer l'iris, les deux iris de personnes. On est à 16 millions de polygones par œil de mémoire. Par œil, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme. Toi, dans ta scène, t'as 8 millions de polygones, ça rame de ouf. Eux, ils étaient à 16 millions de polygones simulés. C'est pas du blend shape, hein. C'est simulé par œil. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est monstrueux. Et bah ça, sans un film comme ça, on n'aurait jamais pu faire ça, tu vois. Et d'ici 4-5 ans, et bah cette technique-là de simulation d'iris, tu verras qu'elle sera dans tous les studios, les petits studios, dans tous les logiciels de base. Pourquoi? Parce que Weta, c'est avec de l'argent, ils ont fait un film de ouf. Et parce qu'il y avait des producteurs derrière, parce qu'il y avait un film commercial derrière, parce qu'il y avait de l'argent qui est rentré derrière, bah, ils ont pu faire ce genre de travail. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Sans ça, on n'aurait pas toutes les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui.
Allez, je reprends un autre exemple, histoire d'aller encore plus loin et vraiment d'expliquer mon propos. J'ai vu il y a pas longtemps le Roi Lion, le remake de Disney. Et là, j'entends déjà tous les gens dire « Ah, mais c'est trop de la merde, c'est exactement la même histoire, c'est complètement con, pourquoi on fait ça, c'est commercial. » Je l'ai entendu, je pense que là, 80% des gens à qui j'ai parlé m'a dit ça. Eh ben mec, c'est tout vrai, oui, c'est totalement vrai, c'est totalement commercial. Mais en fait, si tu vas voir ce film de plus près, à quoi il sert? Si tu réfléchis 5 minutes, quelle est la cible aujourd'hui de Disney? Disney aujourd'hui, ils veulent toucher les enfants. Et les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient à longueur de journée? Des écrans. Des écrans avec des belles images, des trucs en 3D, des trucs bien faits et tout. Et s'ils veulent que leur dessin animé soit vu par des enfants, et ben le Roi Lion des années 90, bah c'est moche pour un enfant, il ne regarde pas. D'accord? Il perd son charme. Le fait d'avoir refait le Roi Lion en 3D ultra réaliste, parce que je te dis que c'est ultra réaliste, parce qu'en vrai, moi je te promets, tu mets des plans, on pourrait croire que c'est un documentaire animalier. C'est aussi, il y a un level, on en reparlera juste après du niveau technique du Roi Lion. Bref. Et ben le gamin, tout de suite, il y a tout un process qui est différent, tu vois. Quand on était sur un dessin animé en 1990, le gamin, il se projetait en tant que personnage dans le... Enfin, il y avait excuse-moi. Il y avait une identification au personnage qui était dessiné. Alors que là, c'est tellement réaliste que tu vois que c'est des animaux. Tu vois que c'est vraiment des animaux. Donc, c'est ultra réaliste. Ils ont fait un remake de leur film pour les enfants d'aujourd'hui et pour les parents d'aujourd'hui aussi, pour que les parents puissent revoir un classique en fait, mais différemment. Donc, tu te doutes bien qu'il y avait du monde et ça a marché de ouf et ça a rapporté une thune de ouf. Bah ouais, normal, c'est fait pour, hein, c'est construit pour. Et en plus de ça, il y a aussi une dimension, je pense, qui est très écologique, parce que dans le sens où là, les animaux sont tellement réalistes que tu as beaucoup plus de mal, je trouve, à t'identifier au personnage. Et donc, il y a vraiment un côté où tu vois des animaux et tu te dis, ah, c'est mal de tuer des animaux. C'est beaucoup plus prenant, je trouve, que le dessin animé pour ça. Et ça, cette dimension, elle n'était pas dans le dessin animé parce qu'il n'était pas assez réaliste. Donc, tu vois, il y a des choses profondes aussi qui se passent, tu vois. Même si la base est, on fait un remake du film pour faire de la thune. Et ouais, elle est là. Évidemment, c'est ça. Évidemment. Et c'est génial parce que ce remake qui a fait de la thune a permis, encore une fois, de repousser les limites de la 3D. Mais putain, le nombre de trucs qui a été développé pour ce film, on a été à un niveau, mais je te raconte pas quoi. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as pas vu, va le voir. Parce que même si t'as pas envie de revoir l'histoire, machin. Vraiment, c'est un truc de taré en termes d'effets spéciaux et en termes de rendu 3D. Il y a un niveau qui a jamais été atteint pour moi avant en image quoi. Je te dis, tu prends le film, t'enlèves les voix parce que les animaux parlent, tu mets des lions, des bruits de lions, et c'est bon, t'as un documentaire animalier quoi, en mieux filmé. C'est un truc de malade quoi. C'est vraiment ultra bien fait. C'est encore un point d'avant pour l'industrie. Et tu dis que tout ce qui a été développé pour ce film, les scripts, les plugins, les logiciels, parce que je peux te dire que pour un film comme ça, c'est des logiciels entiers qui sont développés, hein. Des plugins entiers qui sont développés juste pour un plan, tu vois. C'est des trucs de malade. Et bah ça, dans 2-3 ans, ça se retrouve sur le marché où toi tu travailles et tu peux utiliser ces mêmes outils pour travailler sur ton ordinateur personnel, tu vois, ou dans ton studio. Sans ça, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'évolution en fait. Sans ces films commerciaux, tu vois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est primordial. Sans ces films commerciaux qui sont là pour faire de l'argent, qui sont juste là pour faire un remake d'une histoire qui a bien marché, mais qui poussent l'image au plus haut point, tu vois. Sans ça, en fait, ton métier serait au point mort et on y aurait déjà plein d'infographistes 3D aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à regarder ces films-là avec un peu plus d'humilité et à comprendre ce que ces films-là t'apportent. Et crois-moi, ils t'apportent énormément en tant qu'artiste. J'aimerais faire une petite digression sur la fin de cet épisode parce que je parle vraiment de l'évolution du métier d'artiste 3D là, par rapport au film, etc. Et j'aimerais te parler d'un truc qui est en train de se passer et qui pour moi est vraiment l'avenir et que nous, dans la boîte Motion Light Pictures, on est en train de regarder de très près et qu'on va vraiment exploser dans pas très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de le faire. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas encore le business model en place pour le faire, mais je pense que ça va vraiment pas tarder. Et il va vraiment falloir que tu t'y intéresses. C'est ce que j'appelle la VR. Alors la VR, ça existe déjà, on sait déjà faire de la 3D VR, etc. Mais on l'a fait, déjà c'est beaucoup plus réservé aux jeux vidéo. Donc on se retrouve avec des rendus un peu pétés, un peu moches et tout.
Mais aujourd'hui, on sait faire des rendus ultra réalistes en VR. C'est possible. C'est possible, des rendus 360, on appelle ça. En tout cas, Blender et Arnold et Cycle, Blender, Cycle, pareil, V-Ray et Redshift le font. Donc tu vois qu'aujourd'hui, on sait déjà le faire. Et pourtant, je ne vois pas sur le marché les trucs qui arrivent. Je te promets que quand ça va arriver, ça va exploser, ce genre de choses. Imagine de la VR dans l'espace en 3D, tout ça doit être un truc de malade mental. Donc j'en parle parce que ça commence à venir doucement. Nous, on commence à avoir des premiers projets à Motion Life Pictures en VR. Et ça offre une mise en scène sur le spectateur qui est beaucoup plus impressionnante. Et je pense que si tu veux rester dans ton métier d'artiste 3D, il va falloir que tu t'intéresses doucement à ce concept de VR, voir un peu ce que ça peut apporter. Pas forcément en faire, c'est peut-être un petit peu tôt, je pense, parce que je veux dire, on sait en faire aujourd'hui, mais comme il n'y a pas de business model qui marche, bah on n'en fait pas. Je veux dire, il n'y a pas de cinéma VR aujourd'hui. En gros, on n'arrive pas encore à proposer aujourd'hui à la masse de la VR. Ça va peut-être bientôt arriver, j'espère que ça va bientôt arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore entré dans les mœurs. Et crois-moi, je pense que ça va venir parce que il y a vraiment moyen de faire des trucs de ouf. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, techniquement, de l'autre côté, c'est pas si difficile que ça de passer d'un film cadré à un film VR. Alors, ça pose des gros concepts de réalisation qui sont différents, hein, parce que tu n'as plus de concept de cadrage, disparaît totalement. Le seul truc que tu as, c'est la caméra qui est à un endroit en fait. Mais tu peux plus cadrer, le concept de rotation de caméra en lui-même n'a plus aucun sens, tu vois. Donc, ça, c'est quand même un truc de malade. C'est vraiment une différente manière de faire des films et je te promets que ça, dans les années à venir, pour moi, ça va vraiment exploser. Alors, je te dis ça avec aucune garantie, hein, c'est pure spéculation, mais je pense vraiment qu'on va arriver à un moment où ça va commencer à devenir complètement ouf. La VR commence à arriver dans les jeux vidéo, comme par exemple, je pense à des jeux comme Star Citizen, il y en avait un autre qui s'appelait... écoute, j'ai un trou de mémoire, mais c'est le même type que Star Citizen. Des jeux type en fait simulation et pour augmenter ce concept de finalement d'émotion et de sensation dans le jeu pour vraiment te sentir dans le réel. Et je pense que cette sensation, on va vouloir la chercher dans la VR. Alors pourquoi je te dis ça et pourquoi je pense vraiment que la VR va faire un bond dans les années à venir et qu'il faut vraiment s'y intéresser, c'est parce que je suis beaucoup d'entrepreneurs à côté, et il y en a un que tu connais qui s'appelle Tony Robbins, un entrepreneur de taré aux États-Unis, un mec complètement de malade, c'est un mec qui fait des milliards. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment hyper inspirant et ça vaut le coup. Alors, je digresse un peu du métier d'artiste 3D, mais vraiment, ça vaut le coup d'aller voir. Anthony Robbins, pour moi, ça vaut le coup pour tout le monde, peu importe ce que tu fais, tu as des conseils à prendre dedans. Et il a dit, j'ai testé la VR. Et moi, j'avais peur, parce que tout le monde avait peur aujourd'hui. Tout le monde a peur de la VR, c'est que ça t'isole de ton groupe. Parce que quand tu vas voir un film aujourd'hui, tu veux être entre potes, tu vas au cinéma entre potes, tu vas jamais au cinéma tout seul. Donc tu vas être avec tes amis, tu vois, tu vas pouvoir discuter, même si entre nous, les gens qui discutent au cinéma, putain, ils sont chiants. mais tu veux pouvoir être avec tes amis, même quand tu regardes un film chez toi, sur ton ordi, sur ta télé, tu es entre potes, tu discutes, tu fais des commentaires sur le film, tu vois. Et il disait, j'ai peur de mettre ces lunettes parce que en mettant ces lunettes, est-ce que je vais pas m'isoler finalement des gens qui sont avec moi? Et en fait, il a testé, il a dit, en fait, c'est l'extrême opposé. C'est l'extrême opposé. Alors lui, il a fait le test avec, en gros, ils ont filmé en 360 un match de baseball et il a été, donc en gros, il met les lunettes 3D et il regarde le match de baseball comme s'il y était. Et il dit, c'était excellent. J'avais l'impression d'y être, c'était génial. J'ai jamais senti une sensation aussi incroyable de ma vie. C'est un entrepreneur qui fait des milliards, hein, donc il a vécu des trucs de taré. Et pourtant, il dit que l'Oculus VR lui a donné une sensation qu'il n'avait jamais vécue de sa vie en regardant un match de baseball ou de football américain, je me souviens plus, mais c'est pas très important. Et il dit en fait, mes amis étaient à côté de moi. Ils étaient à côté de moi, on parlait, on discutait. En fait, on était encore plus dans l'action. On était encore plus connectés dans le sens physiquement et pas connectés dans le sens numériquement. On était encore plus ensemble finalement, même si on ne se voyait pas, parce qu'on pouvait se parler en fait. On peut toujours se parler, on s'entend toujours en fait. Et ça, c'est génial. Tu t'entends toujours en plus, voilà. Et on peut imaginer par exemple des solutions où tu imagines tu as un micro au niveau de la bouche, un petit peu comme un jeu vidéo où tu joues en ligne, tu vois. Et quand tu parles à la personne, elle t'entend dans les oreilles, tu vois. Et ce qui fait qu'elle a vraiment l'impression de t'entendre où est-ce que tu es dans ses oreilles directement, sans pour autant déranger tout le monde, tu vois. Ça peut vraiment... Enfin, il y a plein de solutions, mais le concept de penser qu'on sera déconnecté finalement,
et plus seul en regardant un film en VR. Pour moi, c'est un concept qui est totalement faux et c'est une peur qui est infondée. Déjà pour le témoignage que je viens de t'exprimer, après un témoignage ça vaut rien, mais aussi parce que rien que par exemple la solution que je viens de te proposer, c'est une proposition parmi tant d'autres. Donc tu vois, ça peut vraiment être excellent. Sache aussi que si tu veux devenir entrepreneur dans la 3D, sache que la VR est en train d'exploser dans tout ce qui est prototype de maison, prototype de machine, prototype de bref, tout ce qui est en fait création de produits d'entreprise, et que toi tu vas pouvoir faire des prototypes en 3D. Ben ça, avec de la VR, ça permet aux clients de se rendre compte directement à quoi il ressemble, de pouvoir tourner autour, etc. C'est un truc de malade. Donc déjà, premier axe d'amélioration dans la 3D, la VR, il faut que tu t'y intéresses. Je pense que c'est primordial. Le deuxième axe d'amélioration sur lequel il faut que tu te penches, c'est la release. Je crois que je vais carrément faire un podcast carrément dessus, parce que ouais, je vais en parler rapidement, mais dans le prochain podcast, je vais parler que de ça. La release de Blender 2.8 qui est sortie et qui offre surtout notamment le moteur de rendu Eevee, qui est un moteur de rendu temps réel. Qu'est-ce que le moteur de rendu temps réel va t'apporter? On est en train d'amener l'avantage du jeu vidéo au cinéma. Toutes les contraintes qu'on avait aux jeux vidéo sont en train de disparaître et on est en train d'avoir des temps de rendu qui vont se rapprocher du temps réel. C'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est incroyable, hein, c'est un truc de taré, hein, pour soit clair, c'est ouf. Et ça va aussi révolutionner l'industrie. Ce qu'il faut savoir, que ce que je te parlais avec la VR par exemple, la VR, pour avoir des bonnes images, c'est minimum 4K de rendu, voire 8K, tu vois. Et encore 8K, c'est déjà pixelisé, tu vois. Donc c'est un petit peu compliqué. 8K de rendu, c'est très long. Par contre, imagine 8K de rendu avec un moteur de rendu temps réel type Eevee sur Blender, et tu n'as plus ce problème-là. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer très, très intéressantes, et des choses sur lesquelles, à ta place, moi je me renseignerai, parce que ça va vraiment faire péter le truc. Là, dans pas très longtemps, je vais faire un podcast que sur ça, un podcast sur Blender 2.8, pourquoi il est sorti, qu'est-ce qu'il apporte. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je vais vraiment revenir sur à quel point c'est une majeure breakthrough, comme ils appellent ça les Anglais, donc un truc qui défonce tout en fait. Un breakthrough, c'est-à-dire passer à travers, tu vois. Donc c'est un truc qui passe à travers une mise à jour majeure du logiciel Blender, mais aussi de l'industrie des VFX en général. Ça va vraiment bouleverser, c'est en train déjà de bouleverser l'industrie des VFX aujourd'hui. Blender 2.8, ils sont en train de niquer le game complètement. Pour te dire, Cube Creative, qui est une des plus grosses boîtes de 3D en France, est en train de passer tout son pipeline sur Blender. Pour te dire, une des plus grosses boîtes de VFX en France est en train de passer tout son pipeline sur un logiciel gratuit open source. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut dire pour les logiciels type Maya, 3ds Max, Houdini, etc. Donc, quand tu vois ça, tu peux te poser des questions. Donc, si tu ne t'intéresses pas déjà à Blender, je te dis, si tu es dans le métier, intéresse-toi au moins à la release qui vient de sortir. Au moins, renseigne-toi sur ce que ça propose. Je te dis pas d'apprendre le logiciel, mais je te dis au moins de te renseigner sur ce que ça propose. Dans tous les cas, le prochain podcast sera entièrement sur la release de Blender 2.8. Sinon, ce podcast-là est terminé. Donc, rappelle-toi, la valeur principale de ce podcast, c'est ne sois pas un connard. Essaie de rester humble quand tu vois des films qu'on appelle commerciaux, et rappelle-toi un petit peu ce qui t'apporte en termes d'innovation, etc. Sinon, moi, je te dis à très, très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Avant de se quitter, je te demande un petit service et je te fais un petit appel à l'action. Va mettre 5 étoiles à ce podcast s'il te plaît sur iTunes. S'il te plaît, ça peut vraiment beaucoup m'aider. Et est-ce que aussi tu peux, s'il te plaît, t'abonner, que ça tu vas pouvoir recevoir tous les épisodes à temps et ne manquer aucun épisode, ce qui est quand même génial. En plus, totalement gratuit, ça t'offre énormément de valeur. Donc ce serait con de ne pas en profiter. Deuxième chose, je t'invite aussi à te rendre sur le site teach.motion-live.com. Tu connais peut-être déjà, mais si tu ne le connais pas, c'est le site de Motion Live Teach. C'est le site où on met toutes nos formations en ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 160 cours gratuits, entièrement gratuits, vidéo en ligne. Des cours où, contrairement à ce podcast, on voit le logiciel, tu vois. On ouvre Blender, on ouvre Maya, on ouvre Substance, on ouvre ZBrush, on partage l'écran avec toi et bim, pendant 1 heure, on te fait un tuto. Voilà, gratuitement, on t'explique les bases du logiciel. Bref, on t'apprend le métier en dur, techniquement parlant. Donc ça vaut le coup, c'est totalement gratuit. Donc rends-toi sur teach.motion-live.com et tu vois que tu pourras t'abonner sur ce site. Fais-le. Pourquoi fais-le? Parce que quand tu t'abonnes sur teach.motion-live.com, ça te donne énormément d'avantages. Premier avantage, tu vas recevoir par mail 2 fois par semaine les nouveaux cours gratuits qui sortent. Donc
2 fois par semaine un nouveau cours gratuit qui sort et les cours se suivent. Donc ça te permet de ne rien manquer et crois-moi, le fait d'apprendre comme ça de manière continue, c'est la meilleure manière d'apprendre. Deuxième chose que je te propose sur ce site, c'est une fois que tu es abonné, ça va te permettre de télécharger tous les fichiers qui sont utilisés dans les cours, tu vois. Ça veut dire que tu as un fichier qui est utilisé dans un cours. Toi, tu as une erreur dans ton fichier, tu télécharges le fichier, tu compares et tout de suite tu trouves ton erreur. Bref, c'est un gain de temps monumental et encore une fois, c'est totalement gratuit. Troisième chose que je t'offre et que j'offre à tous les abonnés, c'est que je offre à mes abonnés un contenu inédit régulièrement. Tous les mois à peu près ou tous les 2 mois, tout dépend de la charge de travail que j'ai. Et oui, malheureusement, ça dépend un petit peu de moi. J'offre à mes abonnés un contenu inédit. Par exemple, il y a ça 1 mois et demi, j'ai offert à mes abonnés une formation de 7 jours entièrement gratuite. 7 jours de cours, 1 heure par jour de cours. Et c'était entièrement gratuit pour les abonnés. Donc tu vois, et ça c'est que les abonnés qui l'avaient. Donc ça vaut le coup et encore une fois ça reste totalement gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup de t'abonner. Voilà, j'espère te retrouver parmi les abonnés Motion Life Teach et te retrouver parmi la communauté. Moi sinon je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce long podcast. Et je te dis à très bientôt pour qu'on parle de Blender 2.8 sur le podcast de Motion Life Teach. Salut, merci beaucoup, ciao.